Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé dans le but de vous informer sur les différents projets qui mettent en lumière les forces de notre territoire. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Au Kamouraska, bon nombre d'entreprises proposent des projets qui mettent de l'avant leur expertise et mettent en valeur aussi notre territoire. Pour discuter de certains projets, tout d'abord, je reçois Mme Claire Boivin, chercheure agronomique chez Inno 3B. Bonjour. Bonjour, Mme Lavoie. Vous allez bien, Mme Boivin? Très bien, je vous remercie, vous aussi. Oui, merci. Oui. Mme Boivin, tout d'abord, dans le cadre de votre travail chez Inno 3B, parlez-nous de ce que vous faites en tant que chercheur agronomique. Mon travail avec une équipe, c'est de s'assurer que la technologie qu'on développe chez Inno 3B répond bien aux besoins des plantes. Donc, on a plusieurs plantes à cultiver, qui sont d'abord des légumes-feuilles, type laitue, épinards, bêta-carbe, kale. Il y a une grande variété. En fait, toute la variété des légumes-feuilles peut être cultivée. Il y a des particularités pour certaines espèces qui vont être associées à des longueurs d'onde spécifiques pour être capable de développer une forme particulière de laitue. Qu'est-ce que vous entendez? Pour la laitue romaine ou pour des types de laitue comme la laitue romaine. Il y a un vocabulaire très professionnel. Qu'est-ce que vous entendez par une longueur d'onde? Une longueur d'onde, d'accord. La lumière est faite en réalité de couleurs de lumière différentes. Ce sont des longueurs d'onde qui sont perceptibles pour l'œil humain et qui sont le même éventail de couleurs, si on veut, que pour les plantes, mais les plantes et les humains, ne perçoivent pas les mêmes longueurs d'onde. Donc, c'est ce qui permet à quelque part d'avoir une technologie en milieu fermé, donc qui permet de développer des plantes un peu dans des lieux atypiques qui ne seraient pas habitués à avoir une lumière. La recherche a identifié depuis plusieurs années quelles étaient les couleurs qui étaient associées directement à l'efficacité de la plante à utiliser l'énergie du soleil pour fabriquer des sucres. Donc, on parle de la photosynthèse. Alors, c'est la lumière bleue et la lumière rouge. Ça fait un bel effet quand même quand on regarde ça là, dans... Oui, ça fait une belle lumière rose. Effectivement. Oui. Alors ça a permis, si on veut, de rendre l'électricité, l'énergie qu'on fournit à l'éclairage pour faire de la photosynthèse plus efficace parce qu'on utilise les longueurs d'onde qui sont directement utilisées pour la photosynthèse. Et là, ça fait des années qu'il y a des essais qui sont faits puis qui démontrent que la qualité nutritive est maintenue et qu'on peut même favoriser le développement de molécules particulières bénéfiques pour la santé en jouant avec les longueurs d'onde. C'est important ce que vous dites parce qu'il s'agit d'une technologie qui a été développée notamment par Inno 3B, mais des fois, quand on voit la lumière, on se dit « Mon Dieu, ça a l'air vraiment technologique. Est-ce que c'est bon pour la santé? » Mais avec ce que vous venez de nous dire, bien, effectivement, ça donne des légumes frais et bons là, pour la santé, contrairement à... Tout à fait. On mise beaucoup, oui, ça, il y a plusieurs études qui sont effectuées là-dessus. Puis, en fait, on se sert de la technologie pour, justement, comme je le mentionnais, favoriser le développement de molécules en particulier. Ce n'est pas notre travail dans le moment. Nous, on s'assure de faire... On ne développe pas chez Inno 3B dans le moment de molécules particulières dans la plante, mais ce sont des sujets de recherche. Chez Inno 3B, ce qu'on fait, c'est trouver les densités adéquates, le nombre de plants à produire par mètre carré, la façon de les arroser, la façon de les nourrir. On travaille en culture bio, on travaille en culture hydroponique. On travaille à trouver les variétés qui sont les mieux adaptées, puis la façon de faire circuler l'air dans le système, d'amener tout ce dont la plante a besoin. Ça fait partie d'une des promesses de Cultigo, ça, de ne pas utiliser de pesticides, par exemple. Oui, effectivement. En fait, la promesse Cultigo étant, à la limite, bientôt, on espère, une forme de certification ou une promesse qui comporte 3 volets qui sont de réduire l'émission de gaz à effet de serre du fait qu'on utilise l'énergie hydroélectrique pour éclairer. Le système d'éclairage
chauffe également, dégage la chaleur, même si on dit que les diodes électroluminescentes, qui sont les DEL, produisent moins de chaleur que les fluorescents, c'est exact. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais toute forme d'éclairage va dégager quand même ultimement de la chaleur. Si ce n'est pas dégagé vers les plantes, ça va être dégagé par les composantes électroniques qui vont se retrouver quand même dans l'environnement. Alors, nous, on récupère cette chaleur-là et on peut s'en servir, par exemple, dans le cas du projet à Saint-Pacôme, où des tours d'Inno 3B vont être installées, ça va permettre le chauffage de l'église. On va en parler plus tard. Mais c'est ça, donc, on est engagé vers la réduction des gaz à effet de serre. Quand l'étude a été faite de voir d'où provenaient les laitues au Québec, avec un très fort pourcentage d'importation, on s'est rendu compte que des systèmes comme le nôtre, l'agriculture verticale, permettaient de réduire jusqu'à 50 fois selon les comparatifs, mais globalement, par rapport à l'ensemble des provenances de laitue, on réduit de 49 fois, en fait, la production de gaz à effet de serre. Donc, c'est très significatif. Donc, ça, c'est le premier volet de la promesse Cultigo. Le deuxième volet, c'est sûr qu'on touche la production locale, donc de réduire ce qu'on appelle les kilomètres assiettes, donc entre le lieu de production et chez les personnes qui se nourrissent de ces aliments-là. Et la troisième, c'est d'éviter les pesticides. Donc, comme on disait tout à l'heure, donc peut-être que, dans le fond, tout à l'heure, on parlait du jardin du clocher, du projet. Donc, on verra un peu comment cette promesse-là peut être optimisée avec un projet là, qui met en valeur, bien évidemment, Cultigo, mais aussi qui utilise une infrastructure du territoire. Là-dessus, Madame Boivin, on se tient informé, on se tient au courant, puis merci d'avoir pris quelques minutes avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Madame Lavoie. Bonne journée. Nous recevons maintenant le conseiller en développement des affaires chez Inno 3B, M. Sylvain Thiboutot. Bonjour. Bonjour, Annie. M. Thiboutot, tout à l'heure, avec Mme Boivin, on parlait de la promesse Cultigo. Maintenant, comment cette promesse-là s'en va dans la réalité, si je peux dire? Bien, d'abord, il faut faut parler du projet des Jardins du Clocher, parce qu'à la base, c'est ce projet-là qui va être le déclencheur de l'ensemble de l'opération de Cultigo par la suite. Ce qu'on veut avec le projet des Jardins du Clocher, c'est d'en faire un modèle qui pourra se dupliquer un peu partout au Québec. La situation des églises est préoccupante partout dans chacune des municipalités du Québec. Alors, on pense qu'il y a de l'avenir là-dedans en faisant la démonstration qu'on peut convertir ces bâtiments-là, conserver leur aspect patrimonial, mais en les rendant vivants par la culture de végétaux. Donc, c'est un filon qui est intéressant puisqu'on parle ici de culture verticale. Donc, ce n'est pas toutes les infrastructures qui sont évidemment facilitantes pour ça. Et là, quand on parle d'église, bien, c'est intéressant. Oui, puis effectivement. Puis, on est capable de faire un bon mariage entre une activité de production puis des activités communautaires aussi, parce que les espaces qu'on a besoin pour la production végétale, bien, c'est les parties en hauteur. On parle de la nef, du chœur et de la sacristie. C'est là les parties les plus hautes de l'Église. Et pour ce qui est des parties plus basses, bien là, ça peut être dédié à différentes activités communautaires ou publiques que la municipalité en question pourra définir elle-même. Est-ce que c'est important? Bien, je pense que c'est important du côté d'Inno 3B d'avoir cette conscience sociale-là, je me trompe ou pas? Oui, puis dans le fond, aussi, c'est une des préoccupations des diocèses puis des évêchés aussi, puis des fabriques, qui demandent aussi de garder un caractère communautaire et social, parce que dans le fond, ces églises-là ont été bâties par la communauté avec les sous des gens de la communauté. Donc, ça facilite une conversion qui est à la fois qui plaît à tout le monde parce que personne n'y perd au change. Donc, chacun y retrouve son bénéfice. Et là, on parle vraiment d'un, je ne veux pas dire un projet pilote, c'est peut-être pas nécessairement ça, mais ça va servir un peu d'exemple justement pour le dupliquer. Effectivement, c'est un projet pilote parce que ce sera le premier au Québec. Mais aussi, ça deviendra un centre de formation et de démonstration aussi pour les autres centres qui vont naître partout ailleurs au Québec. Le personnel de ces futurs centres-là viendra se faire former ici pour voir comment, dans la vraie vie, ça fonctionne, un centre de production tel qu'on l'imagine.
Alors, ça va avoir des répercussions là, énormes. Bien, il y a deux volets, dans le fond, que je vois. C'est la production dans l'Église et, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire avec cette production-là? Vous en êtes où dans le projet? Bon, là, on est présentement à la rédaction du plan d'affaires. Fait qu'il nous reste encore certaines étapes à franchir pour arriver à présenter aux différents bailleurs de fonds un projet qui est solide, qui est viable puis qui est crédible. Mais on a la chance aussi d'avoir dans la région un distributeur alimentaire, un grossiste en alimentation, qui est un partenaire aussi avec nous là-dedans. Et on est capable de rendre cette production-là accessible à un territoire plus grand, pas uniquement pour la population de Saint-Pacôme, mais dans une activité commerciale là, qui sera viable. Et vous parliez tout à l'heure des partenaires. Donc, il y a déjà des partenaires qui sont intéressés, comme le grossiste en alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires? Bien, il y a des partenaires financiers aussi, parce que les institutions financières, les ministères collaborent avec nous. Puis eux trouvent intéressant le fait que ce projet-là puisse se répliquer ailleurs au Québec. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils nous appuient financièrement. Là, on parle de Développement économique Canada, on parle du ministère de l'Industrie du Québec. Alors, ces ministères-là sont des partenaires avec nous dans l'ensemble des travaux. Et tout à l'heure, on parlait de production locale, donc c'est un autre volet aussi qui est intéressant avec cet aspect-là, là, d'être à l'intérieur de l'Église et de faire de la production localement en région. Oui, effectivement, parce que les critères Cultigo, la marque Cultigo que ma collègue a mentionné tout à l'heure, bien, répond exactement le projet répond à ces critères-là. On va insister beaucoup sur la réduction des gaz à effet de serre, manger frais, manger le plus vivant possible, oui, local. Vivant, effectivement. Alors, et c'est surtout que cette production-là n'entrera pas nécessairement en compétition avec les producteurs locaux, mais ce qu'on veut éliminer davantage, c'est l'importation de d'autres pays. On nous arrive avec des végétaux de la Californie, du Mexique, d'un peu partout, qui sont déjà je dirais pas à moitié morts. Oui, ils ont déjà fait beaucoup de transport. Ils ont fait beaucoup du millage, oui. Et leur durée de vie est réduite lorsqu'on l'achète même chez le détaillant. Alors, ça, on veut contrer. C'est surtout cet aspect-là qu'on va vouloir contrer aussi. Tout comme l'aspect gaz à effet de serre aussi. Effectivement, il y aura dans le projet aussi beaucoup de sensibilisation qui vont se faire sur la réduction des GES et les changements climatiques. Bien là-dessus, M. Sylvain Thibutot, merci beaucoup. C'est un dossier certainement à suivre et bonne continuité. Merci bien. J'accueille maintenant M. Maxime Tardy, professionnel de recherche chez Bioptère à la Pocatière. Bonjour, Maxime. Bonjour, Annie. Maxime, est-ce que je me trompe ou le Kamouraska est une terre d'innovation, notamment pour Bioptère? Bien, écoute, je pense qu'on est clairement une terre d'innovation. On s'y attarde du moins depuis les 10 dernières années chez Bioptère. Et je suis très heureux de faire partie de cette belle équipe-là qui participe à tout ça, à ces beaux développements. On parle de terre d'innovation. Vous faites de la culture innovante vous-même chez Bioptère. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu en contexte? Oui, culture innovante, c'est un terme très large. Ça englobe toutes sortes de choses. Évidemment, vous allez entendre parler de culture intérieure, thématique qui nous intéresse depuis les débuts chez Bioptère. On y travaille, on participe avec notre partenaire privilégié qui est Inno3B. Donc, beaucoup d'avancement de ce côté-là. Culture innovante, c'est également réfléchir des systèmes agricoles traditionnels, de les voir autrement. Par exemple, prendre de ces cultures-là qui sont en champ et de les amener dans des milieux naturels, par exemple en milieu forestier, pour créer des systèmes, des fois qu'on appelle de permaculture ou de jardins forestiers potagers. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire, mais on peut également prendre des plantes qui sont en forêt et les amener en milieu de culture plus traditionnel. Par exemple, on pourrait penser à la tête de violon, qui est une plante que tout le monde connaît, comme maintenant on peut acheter en commerce, mais on peut réfléchir de la prendre dans son milieu naturel et de l'amener dans un système plus traditionnel culturel. Donc, c'est voir comment ces plantes-là peuvent nous servir autrement. Puis souvent, il y a un volet aussi pharmacologique aussi, dans le fait qu'on peut utiliser aussi avec ces plantes-là. Pas juste pharmacologique, mais
Effectivement, culture innovante veut dire, oui, on pense souvent à l'alimentation, mais on peut clairement penser à des plantes médicinales qu'on retrouve là, dans nos milieux forestiers et de les produire pour s'en servir, par exemple, en pharmacologie ou autres projets. Plusieurs entreprises s'y intéressent déjà, donc beaucoup de projets à faire de ce côté-là. Donc, on parle comme on disait, d'optimiser certaines plantes qui existent déjà et plusieurs projets sont en branche chez Bioptère, notamment un projet en lien avec le thé du Labrador. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lien qu'on fait avec le thé du Labrador et Bioptère? Oui, bien ça, c'est un bel exemple d'une plante qu'on va chercher en milieu naturel et qu'on est capable de ramener en système un petit peu plus traditionnel agricole. Une entreprise du centre du Québec s'y est intéressée à l'époque, voulait vraiment produire un thé qui allait être fait sur leur terre ancestrale et voulait garder la qualité de leur production. Donc, voulait vraiment, même si on peut aller le chercher en milieu naturel de façon facile, voulait le cultiver. On a donc fait des essais de ce côté-là qui ont été très concluants. À ce jour, 3 ans plus tard, cette plantation-là est toujours là, va bon train, produit bien et on est très, très heureux de ces résultats-là. Eux peuvent maintenant accueillir leur propreté et les inclure dans leurs différents produits de santé naturelle, par exemple des tisanes, mais font aussi là, toutes sortes de crèmes pour le visage et autres. Donc, le thé du Labrador est d'intérêt. On en a beaucoup ici au Bas-Saint-Laurent. Certaines personnes s'y intéressent, mais on pourrait réfléchir éventuellement à en faire des projets ici, là, dans notre belle communauté. Effectivement. Et régionalement, il y a encore des projets, il y a toujours des projets, bref, sur lesquels vous travaillez. Notamment, on parlait d'un projet avec les noisettes au niveau du Bas-Saint-Laurent. Quel est ce projet au juste? Oui, bien évidemment, on est en innovation. On accompagne les entreprises dans leur développement, mais Bioptère a aussi le souci de participer au développement régional. Donc, on participe à différentes tables de concertation et à travers la table de concertation du développement des PFNL du Bas-Saint-Laurent, on a réfléchi à des cultures qui pourraient être d'intérêt pour dynamiser notre région. Et suite à du travail qu'on a fait auprès de la communauté, on a offert une dizaine de plantes de cultures innovantes. On a présenté ces 10 cultures-là et la population nous a signifié leur intérêt, leur fort intérêt pour 2 de ces cultures-là. La première étant la noisette. La noisette qui, je vous dirais, suscite beaucoup d'intérêt chez nos gens du Bas-Saint-Laurent. Tout le monde a un lien particulier avec cette noisette-là qu'ils ont déjà cueillie, qu'ils ont déjà goûté, tout le monde a un souvenir avec la noisette. Donc, elle est ressortie comme étant très, très intéressante. Et suite à cette démarche-là, il y a du travail qui a été fait pour déposer un projet de recherche. Au printemps de cette année, printemps 2018, on fera l'implantation de 22 vergers sur la totalité de notre territoire du Bas-Saint-Laurent. Donc, chaque MRC recevra 3 vergers sur leur territoire pour faire les premiers essais de cette culture-là. Donc, voir comment est-ce que ces cultivars-là qu'on retrouve un petit peu partout au Québec pourraient s'adapter à une future culture commerciale. Alors, c'est pas terminé, là. C'était suivi... On s'amuse à dire aux gens intéressés de participer au projet que c'est un projet de 10 ans. Donc, il y a beaucoup d'étapes. On doit s'assurer est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça produit, et après ça, comment est-ce qu'on va récolter tout ça et comment est-ce qu'on va le commercialiser. Oui, exactement. C'est vraiment intéressant et c'est une façon aussi de valoriser nos terres, notamment aussi avec le projet de Genévrier. Aussi, c'est un autre projet qui permet de valoriser là, les terres du Kamouraska et des régions. Là. Oui, effectivement. Merci d'en faire mention. Je m'excuse, le projet de Genévrier est peut-être un petit peu plus à une étape préliminaire. Par contre, on a déjà un projet de recherche avec la distillerie du Saint-Laurent sur l'utilisation de ce genévrier qui pousse chez nous au Québec, mais qui pour l'instant n'est pas récolté au Québec. On fait venir ces baies de genièvre de partout ailleurs sur la planète, par exemple les Balkans, pour produire notre gin. Mais ce genévrier-là pousse chez nous. Alors, comment est-ce qu'on peut le cultiver? Alors, on s'y attarde à ce moment-ci. C'est vraiment une belle façon de démocratiser aussi toute cette culture innovante-là auprès des téléspectateurs et en fait auprès des citoyens, là. C'est clair. Et
on a un territoire exceptionnel avec des produits qui sont mal connus. Il y a des endroits sur la planète qui sont beaucoup plus proches de leur agriculture, de leur trésor, en fait, qu'ils ont sur leur territoire. Je pense que le Québec commence à prendre conscience de ça. Et ici au Kamouraska, on est innovant. On est innovant et on est content de pouvoir faire ressortir ces belles choses-là qui sont dans notre cour arrière et qui ne demandent qu'à être valorisées pour le bénéfice de nos régions. Bien, merci, M. Tardy, pour la liste de ces projets en devenir. Merci beaucoup, Annie. Quand nous parlons d'expertise et d'innovation au Kamouraska, facilement nous vient en tête le CDBQ à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le Centre de développement bioalimentaire du Québec. Et je reçois aujourd'hui son président, M. Gilles Martin. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Martin, on parle du CDBQ comme un incubateur. Maintenant, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous démystifier, qu'est-ce qu'un incubateur? Oui, je pense qu'un incubateur, dans le fond, c'est de recevoir des entreprises avec des facilités de recherche puis de transfert de technologie. L'important, dans le fond, puis c'est pas juste ça qu'on a au CDBQ, mais entre autres, c'est sûr que l'incubateur agroalimentaire a été beaucoup mis en valeur au cours des dernières années. Et ça vient d'une planification stratégique au Kamouraska qui date probablement des années 90-2000, où on a dit, on fait beaucoup d'agriculture dans la région, on fait peu de transformation. Et ça, c'était ancré beaucoup dans les habitudes. Une région facile pour la production laitière, pour les belles productions, mais où on fait peu de valeur ajoutée à notre produit. Et c'est né de cette idée-là de donner un peu plus de valeur ajoutée, je dirais, aux produits pour permettre à la région de se développer davantage. Et est arrivé au début des années 2000 une possibilité d'avoir un cours en transformation des aliments à l'ITA de la Pocatière. Or, ça a permis au directeur de l'époque, à ce moment-là, de l'ITA, de dire pourquoi on aurait des équipements puis des facilités où on met beaucoup d'argent des contribuables. Pourquoi on ne s'en servirait pas aussi pour permettre, en plus des étudiants, de permettre à des entreprises qui ont des bonnes idées de commencer à faire de la transformation, d'essayer d'avoir des projets, des idées, puis d'avancer dans ça. Or, c'est né de belles entreprises. Donc, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Tout d'abord, le processus. Je suis une entreprise qui a une idée en agroalimentaire, qui veut développer. Qu'est-ce que je fais pour avoir accès au CDBQ? Ouais, bien, l'idéal, là, c'est de venir rencontrer le personnel qu'on a là-bas. À l'incubateur, là, on a des chercheurs, on a des gens qui accompagnent les entreprises, qui vont leur dire quelles sont les étapes à franchir quand ils ont une bonne idée comme ça. On va les supporter dans ça, on va leur permettre même d'aller chercher du financement parce qu'il y a du financement disponible à des endroits. On va leur dire comment c'est accessible à eux. Puis on va les supporter pendant cette période-là. On va même jusqu'à regarder l'étiquetage des produits qu'ils veulent mettre en marché. Dans le fond, toute l'étape, à partir de l'idée jusqu'à la réalisation du produit, on est prêt à les aider, puis on est capable de le faire, on a le personnel pour ça. Depuis les 20 dernières années, le CDBQ a vu bon nombre d'entreprises arriver et repartir puis voler de leurs propres ailes. Oui. Est-ce qu'on a une idée approximative du nombre d'entreprises depuis 20 ans qui ont passé au CDBQ? Oh, j'aurais de la difficulté à dire ça. Il y a des entreprises qui sont venues chez nous pour différents... je regarde Érablière des Alléganés, est-ce qu'ils ont loué des locaux pour faire des projets puis des produits particuliers? Puis il y en a d'autres qui ont bénéficié des services de l'incubateur, la partie incubateur, comme on parlait tout à l'heure, eux, pour faire un projet particulier d'une recette qu'ils avaient pensé ou d'un produit qu'ils avaient pensé. Et ça, vous dire au juste comment il y en a, je ne sais pas, mais probablement une centaine déjà. Puis à la grandeur du Canada, il y en a un peu partout qui viennent maintenant. Il y a aussi l'aspect financier. Le CDBQ a investi des millions de dollars dans le courant des 20 dernières années. Donc, est-ce que c'est justement pour être à la fine pointe, pour aider les entreprises ou également pour agrandir, pour faire de l'espace, pour en accueillir plus? Il n'y a pas beaucoup de... Il y en a quelques-uns, là, que ça a été pour agrandir un peu puis faire de l'espace. Je pense entre autres à Premier Tech qui est chez nous depuis les
pas mal les tout débuts du CDBQ. En premier temps, on sait qu'ils réalisent à l'Apocatière tout le volet mycorhize, un volet particulier qu'ils veulent garder un peu à l'écart de leurs usines de Rivière-du-Loup, et c'est compréhensible, parce qu'il faut que ça soit dans des milieux aseptisés, puis ces choses-là. Alors ça, ils le réalisent à l'Apocatière, et ça a un essor extraordinaire. Or, on a dû, au cours des dernières années, faire un peu d'agrandissement pour eux autres. Mais le reste, c'est des investissements importants. Puis quand on dit important, là, quand on a acquis ça du gouvernement fédéral, il y avait une valeur comptable autour de 4 millions, les infrastructures qui étaient à l'Apocatière. Et on en est rendu maintenant à une valeur de 28 millions, sans compter les 2 derniers investissements qu'on vient de faire. Alors, c'est donc une progression, oui, c'est ça. Sans compter, c'est ça, puis c'est donc une capitalisation tout à fait extraordinaire à l'Apocatière, bien, pour le Kamouraska, dans le fond, mais c'est beaucoup d'investissements. Et nous aimerions peut-être avoir quelques exemples concrets de projets qui sont passés par le CDBQ ou qui le sont présentement et dont vous pouvez nous parler en terminant, peut-être juste nous faire une petite liste de... Bien, moi, je pense qu'un des plus beaux projets, c'est probablement Grelot-Bâton du Fou du Cochon, qui est arrivé chez nous quand l'incubateur a été construit, la phase 2. C'est un des exemples, c'est un des beaux exemples. C'est une histoire à succès, d'ailleurs, hein? Puis au début, je sais qu'il y avait beaucoup de partenaires qui avaient des gros points d'interrogation. Qu'est-ce que ça va faire? On n'a pas le marché pour ça. Mais regardez la réalisation. On voit ce que ça donne aujourd'hui. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Ça a été supporté, ça a été aidé, puis on avait 2 entrepreneurs qui étaient brillants, qui étaient de bons gestionnaires, et on a de très bons résultats. Tous les projets ne se finissent pas comme ça. Ça arrive parfois que des gens ont des bonnes idées puis que le résultat n'est pas là, mais il faut l'essayer. Hein? On est là pour ça. On est là pour ça. Puis si on évite une difficulté financière par la suite parce que ça n'a pas été mal encadré, bien, c'est d'autant ça qu'on a de sauvé. Et on s'adresse bientôt, dans la prochaine année, pour un très gros projet d'agrandissement au niveau de l'incubateur. Alors, c'est 4,5 millions, la bâtisse, 3 millions et demi, les équipements tout près d'1 million. Alors, c'est un gros projet pour ajouter une section nouvelle. On veut maintenant supporter les entreprises qui sont dans le domaine des microbrasseries, des cidreries et des alcools. Alors, c'est des entreprises qui sont en grand développement présentement. Vous le savez, des microbrasseries, l'an passé au Québec, on en avait autour de 140. On s'attend d'ici 1 an d'être rendu au-delà de 200 entreprises. Il y en a dans toutes les régions du Québec. Merci, M. Martin. Nous surveillerons certainement les futures histoires à succès qui auront débuté au CDBQ. C'est un plaisir. Bonne journée. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.